Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, dessinateurs et dessinatrices, celles et ceux qui créent les univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Léoté. Pierre est un auteur prolifique qui s'épanouit dans plusieurs genres, amateur du chronique déjanté. Il est capable de rendre hommage à Alexandre Dumas en développant à sa sauce le personnage de Milady de Winter, mais aussi de revisiter la montée des dictatures en imaginant un parti qui n'aime pas les grands. Enseignant en histoire géo et amateur de poker, Pierre Léoté paraît aussi inclassable qu'il est facétieux dans ses textes. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Alors Pierre, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi parce que ton œuvre est vraiment intrigante et je me réjouis qu'on puisse l'évoquer ensemble. Oui, c'est un très grand plaisir pour moi aussi de rejoindre le podcast et puis de pouvoir discuter avec vous. Oui, ce qui frappe dans ta bibliographie, j'évoquais ce parti qui n'aime pas les grands. Donc c'est les livres de ta saga des grands, comme tu l'appelles sur ton site. Est-ce que ça ne t'a pas attiré des remarques de grands? Est-ce que le message humoristique est toujours bien perçu? Ah, dans les salons parfois, il y a des gens qui peuvent le prendre au premier degré, mais c'est plutôt rare. Voilà. D'accord. Là, par exemple, pour les imaginales, j'avais une personne qui, au contraire, le gars faisait 2 mètres, tu vois, et il était photographe. Et il a tenu à faire la photo avec le bouquin parce que ça le faisait rire, quoi, tu vois. Donc non, généralement voilà, il faut plutôt compter sur l'intelligence, sur le second degré des gens et ça marche plutôt bien. Oui, j'ai cru que t'avais dit il y a des gens qui l'ont pris de haut, mais non, peut-être pas, mais par contre il y a des gens qui prennent le genre une chronique de haut, qui estiment que c'est pas de la vraie littérature, ou qui globalement estiment que la science-fiction en général, voilà, je prends le terme très très globalement, le prennent plutôt de haut. Ça peut arriver. Ah oui, ça arrive fréquemment même, je dirais. Alors, je vais te poser la question que j'aime poser pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est comment tu as commencé l'écriture. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? C'est parce que c'est un projet, c'est très consommateur de temps, c'est un projet un peu fou. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé? Ah, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a une part d'inexplicable là-dedans. C'est comme quand on sent qu'on a quelque chose à apporter. Alors, je vais peut-être pas dire un talent, parce que ce serait prétentieux, mais qu'on sent qu'on a une place dans ce monde et que cette place, vous allez la dédier à une activité ou plusieurs pour ceux qui sont prolifiques. Et pour moi, ça a toujours été l'écriture. Ça a toujours été un petit peu particulier. Je pense c'est venu avec l'idée que je pouvais par l'écriture retenir un petit peu le temps, retenir ce qui m'échappait. Et je pense que l'un des premiers moments comme ça a été la télévision, ça a été des dessins animés où j'étais triste de me dire que à ce moment-là, j'avais pas forcément de magnétoscope. J'étais triste de me dire que je reverrais plus certaines choses. Et c'est ce process-là qui m'a fait au tout début, qui m'a fait vouloir écrire ce que je voyais, parce que j'avais peur de perdre le souvenir, de perdre les choses. Et je pense que c'est ça d'abord qui m'a poussé à. Après, on peut avoir ce sentiment et se dire ok, je voudrais bien pouvoir me rappeler des choses, mais ne pas être capable d'écrire. Donc je pense que ça c'est rentré en concomitance avec peut-être que la possibilité que j'ai probablement en moi de pouvoir écrire. Et donc c'est ça. Donc ça, c'est venu assez tôt. J'avais 9 ans, 10 ans. Et voilà. Donc c'est venu. Et puis j'étais dans un trip aussi quand j'étais tout petit, un trip autour de la mythologie. Donc je m'étais fait un super glossaire de tous les dieux, de toutes les déesses. Et voilà. Je suis beaucoup passé par l'écrit étant plus jeune, parce que c'était un moyen pour moi finalement de retenir ce que je voyais à la télévision. Ok. Donc ça c'est arrivé. Tu l'avais en toi avant de te lancer dans ton métier d'enseignant aussi, avant de. Ouais. C'était pas une autre manière d'enseigner. Mais si j'avais pas fait enseignant, j'aurais fait un métier autour peut-être de l'écriture cinématographique. Je pense. C'est un
un petit regret que j'ai, mais je pense que il y aura peut-être moyen pour moi de récupérer peut-être par des chemins de traverse ce milieu-là. Ah oui, c'est proche. Enfin, le métier de Très proche. scénariste, oui, il y a des passerelles, je pense. Donc j'évoquais ton métier d'enseignant, mais tu fais partie du club des écrivains de l'imaginaire qui enseignent, qui ont une formation d'historien. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pratiques l'Uchronie, la dystopie, on dirait presque une déformation professionnelle. Donc c'est ton métier qui t'a donné envie de jouer au jeu des SI. Non, pas du tout. De toute façon, je compartimente énormément, je dissocie beaucoup. C'est plus que le métier, c'est l'amour de l'histoire, c'est l'amour des possibles, comme n'importe qui, on se prend à rêver, de d'autres chemins de vie, d'autres possibilités. Donc c'était ça aussi alors évidemment que mon métier, que ma formation d'historien est un plus. Mm-hmm. Mais j'ai déjà travaillé ou je me vois travailler sur d'autres choses qui sont hors de mes champs de compétences. Par exemple, le bouquin sur lequel je vais travailler pendant toute l'année 2022, c'est plutôt scientifique, c'est plutôt autour de la sismologie, c'est plutôt autour des sciences de la Terre, hein, donc c'est loin de ma petite zone de confort. De toute façon, ça, c'est quelque chose vers lequel on va irrémédiablement lorsqu'on est auteur. Au tout début, évidemment, on est dans sa petite zone à soi. Et le but, c'est de s'en échapper un petit peu, d'écrire un petit peu autre chose, s'aventurer vers d'autres choses. C'est pour ça que l'Uchronie, c'est pas que je vais arrêter l'Uchronie, mais je m'en éloigne un petit peu pour faire autre chose. Okay. Oui, on voit que quand on regarde ce que tu as écrit, on regarde ton œuvre, on peut pas dire que tu sois dans une zone de confort, quoi. C'est pas le mot-clé qui me vient à l'esprit. non, je crois sincèrement dans la valeur de travail et je pense que pour la littérature, c'est important. C'est important justement de se lancer quelques petits défis, puis de se dire ok, ça c'est quelque chose que je connais un petit peu moins bien, mais être un peu dans l'autodidacte, être capable d'apprendre et pour aller vers d'autres genres. Donc là le bouquin qui va sortir, on va peut-être en parler après, le bouquin il va sortir au mois de janvier, c'est fondamentalement différent de ce que j'ai pu faire avant. Ok, très intéressant. Tu as alors ce qui m'a frappé, c'est que tu as publié très tôt en fait un premier roman en 2005, donc les Négriers de Babylone. Ouais. Qui a été un roman, c'était déjà une uchronie en fait. Ouais. Et comment ça s'est passé ce roman? Parce que après tu as publié ensuite bien après, donc j'ai l'impression que c'était quelque chose que peut-être que tu avais écrit avant ou comment ça se passe? Il y a quelque chose que je m'explique pas moi-même. J'avais écrit, alors pour être honnête, j'avais écrit un premier bouquin pendant 3 ans qui a pas trouvé preneur. Qui en le relisant est franchement mauvais, hein. Je suis pas bon du tout, mais j'avais passé 3 ans dessus, bon, et après j'étais parti sur un autre projet. J'ai trouvé par hasard une maison d'édition locale qui d'habitude faisait du conte d'auteur ou une espèce de conte d'auteur un petit peu déguisé, voilà. Moi j'ai pas payé un seul centime, de toute façon à la base, c'est pas un principe qui m'intéressait beaucoup. Et ils ont accepté, se sont lancés. Pour moi, c'était en 2004-2005. Donc, ça s'appelait Les Négriers de Babylone. Avec le recul également, c'est pas un livre dont je suis forcément super fier. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles maintenant, si je devais retravailler le texte, je reviendrai dessus. Mais voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier. Après, il y a eu un blanc de 10 ans pendant lesquels j'ai écrit. Pas forcément beaucoup, mais j'ai pas mal mûri. J'avais un projet. Et ce projet s'est transformé. C'est devenu Les Temps Assassins, toute une trilogie. Un très 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 gros projet pour moi, parce qu'il m'a fallu une bonne décennie pour le mettre au point, pour l'écrire, pour un mécanisme de puzzle qui était absolument énorme, parce qu'en fait les tomes 1, 2 et 3 s'embriquent les uns dans les autres. C'est pas juste une suite, c'est pas juste linéaire, c'est vraiment ce qu'on appelle des paraquels. Donc les tomes 2 et 3 s'imbriquent
dans le tome précédent. Ok, super intéressant. Et voilà, donc ça m'a pris pas mal de temps. Et mais pour faire publier cette trilogie, ça a d'abord été un micro-bouquin qui s'appelait Mort aux grands, qui justement était un petit peu les prémices de Je n'aime pas les grands. Et c'est ce petit bouquin-là qui a été la porte d'entrée. Alors, j'ai dû être catalogué au tout début en 2015 comme auteur marrant, drôle, machin, voilà. Alors que c'était juste un bouquin parmi d'autres. Et que le but, c'est pour moi d'essayer de m'essayer à plusieurs genres, quoi. Oui, le principe de Mort aux grands, c'était une uchronie où je crois que les grands sont responsables de la défaite de 14-18 parce qu'ils dépassent des tranchées. C'est ça le principe. C'est ça. Ouais. Alors, c'est même la défaite de 14-19, tu vois. J'avais même modifié un petit peu. Et effectivement, l'idée, c'était de trouver un bouc émissaire. Donc là, c'était pas les Juifs. Le but, c'était d'observer la montée d'un régime populaire, d'un régime démagogique très populiste, donc, mais en France, donc pas en Allemagne, et de voir que on pouvait renverser vraiment les rôles entre nos deux nations, entre l'Allemagne et la France, et se rendre compte que à peu de choses près, les peuples sont tous similaires, et qu'il suffit d'une chiquetate parfois pour aller vers un chemin beaucoup plus tortueux. Alors, je m'excuse, si on entend en fond quelques aboiements, c'est que j'ai une petite ménagerie chez moi. C'est pas grave, ça fait partie du charme, donc pas de souci. Oui, donc tu disais, t'as réfléchi t'as travaillé pendant 10 ans pour réussir après à avoir une série, mais une fois que tu as été lancé, tu as publié avec une régularité impressionnante, parce que là, depuis 2015, tu as un ouvrage par an qui sort un peu comme un métronome, quoi. Ouais. Alors, ça c'est, je pense, important une fois qu'on décide vraiment de travailler comme écrivain. En tout cas, j'espère être reconnu comme ça. Je pense c'est important de faire ça sérieusement et de se dire ok, là je travaille pour l'année d'après, pour dans 2 ans. Donc d'ailleurs, je conseille à de jeunes écrivains non pas d'écrire un livre mais 2. Parce que si jamais par chance le premier fonctionne et il est accepté, il faut bien le temps de la rédaction pour voilà, le temps de rédaction, le temps de publication sont 2 temps très différents, et c'est toujours perturbant pour moi de rentrer en phase de promotion parce que c'est très délicat, parce que objectivement là je suis toujours sur un livre très différent qui m'accapare, et il y a une espèce de retour en arrière des fois qui est un peu perturbant parce que pour les gens évidemment on est dans l'actualité brûlante qui est celle d'un livre qui sort là immédiatement, alors qu'on est tout entier plongé humainement, spirituellement dans autre chose. Oui, on a un peu tourné la page du précédent livre déjà. Et... En partie, ouais. En partie. Et mais voilà, ça c'est important de comprendre que ce sont des temps différents. Et mais c'est chouette aussi après de pouvoir partager enfin quelque chose qu'on a conçu souvent de manière solitaire, pas tout le temps, mais souvent. Et ça, c'est chouette de pouvoir le partager, de livrer le bébé au monde, quoi. Donc tu as publié, comme je disais, avec une régularité impressionnante. Donc tu as Mort aux grands, ça a été le début d'une série en fait qui s'est prolongée avec plusieurs tomes et qui se termine. Ouais, il y a la guerre aux grands, je crois, ensuite. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu 2 romans et plusieurs nouvelles, et l'ensemble a été compilé, plus des petites bêtises supplémentaires. On a inclus également une interview qu'on avait fait avec Pierre Bellemare en 2016, et donc l'ensemble a fait Je n'aime pas les grands, un livre somme. Je pense en avoir terminé avec cet univers-là, parce que j'ai envie aussi de faire des one-shots et plein de petits livres différents. Mais c'était humainement une aventure énorme, quoi. Oui. Mais tu en avais parlé aux Imaginales là, récemment, puisque c'est le livre qui est sorti en 2020, donc c'était l'actualité la plus brûlante que tu avais. Je t'ai découvert d'ailleurs dans une table ronde où tu parlais de ce livre qui était un échange super intéressant.
Et donc ça, voilà, tu clôt un cycle avec ça. Et donc, et tu as clos aussi les temps assassins, en fait. Oui. Ta saga aussi. Ouais, je pense que le début est aussi important que la fin, et il est important de savoir terminer quelque chose. C'est compliqué aujourd'hui. La plupart des lecteurs souhaitent du one shot ou souhaitent des objets littéraires qui soient intéressants, mais qu'il y ait une fin aussi. Et tu vois, à côté, on a des exemples étonnants comme La Roue du Temps ou d'autres sagas qui sont vraiment longues. Mais c'est important de soigner et le début et la fin. Ça paraît un peu évident, mais c'est agréable de pouvoir achever quelque chose aussi, d'achever un cycle. Alors, c'est agréable de pouvoir poursuivre. Voilà, j'étais très très heureux de pouvoir faire et la saga des grands et les temps assassins 2 et 3 derrière, parce qu'il y avait du sens derrière. Mais faire une suite pour faire une suite, non. Voilà. Ok. Et donc là, dans cette série, les temps assassins, tu es là, c'est pas du tout le 20e siècle. C'est un hommage à Alexandre Dumas. C'est les trois mousquetaires qui t'ont inspiré. Ouais. Alors, l'héroïne du premier tome est Milady de Winter. Pourquoi l'avoir choisi elle? Je l'ai choisi elle parce que c'était un personnage qualifié de méchant. Et le point commun qu'ont les trois narrateurs des trois bouquins différents, c'est que lorsqu'ils meurent, ils reviennent à l'endroit et au moment de leur première mort. Et un autre point commun, c'est qu'ils sont considérés comme des méchants. Et on se rend compte que dans le bouquin, toutes les personnes qui sont immortelles, en tout cas qui reviennent des morts et qui vivent de nombreuses vies, j'appelle ça des fractales, eh bien toutes ces personnes-là effectivement sont jugées comme étant mauvaises. Et donc là, l'héroïne du premier tome, donc c'est le XVIIIe siècle. Le deuxième tome, le héros est un guerrier saxon, donc on est plutôt vers le XIIe siècle. Et le dernier tome, le héros, eh bien, qui s'appelle Elbion, entre autres noms, lui est né dans la Macédoine d'Alexandre le Grand. Okay. Donc, la particularité, c'est que chacun donc a une tranche de vie encore plus longue que les autres. Donc, il y a vraiment un phénomène d'embriquement entre les trois narrateurs. Je veux pas trop forcément spoiler ce qui se passe, mais on est vraiment sur des livres qui ont un intérêt scénaristique, ils se complètent. Voilà. Donc l'histoire se prolonge, mais l'histoire se densifie aussi. Ok, donc on réinterprète les précédents en lisant le suivant en fait. Oui. Ouais, c'est ça le jeu. Ouais. Donc il peut y avoir 2-3 scènes qui sont similaires, mais avec des points de vue différents. Toujours en ayant un intérêt scénaristique, parce que si les choses sont gratuites, elles sont pas intéressantes pour le lecteur. Ok, ouais, c'est très intéressant comme jeu. La question des points de vue, c'est quand même central dans la littérature, dans l'écriture. Ouais, ça a été fait un petit peu trop parfois. Ça s'est beaucoup fait dans Game of Thrones ou ailleurs, ou dans la littérature de vampires ou autre, par exemple. On a pu voir parfois beaucoup un chapitre c'est tel personnage et un autre c'est tel personnage. Moi ça m'intéresse un petit peu moins ce mode de fonctionnement. Alors peut-être que pour les lecteurs c'est agréable. Moi je voulais faire un petit peu quelque chose de différent, vraiment suivre un personnage à part entière, mais collé au personnage, vraiment collé, et faire en sorte que ce soit les situations qui soient similaires. Voilà, donc après finalement on est sur des mêmes ressorts scénaristiques, hein. Souvent on n'invente rien, hein. Oui. Mais voilà, c'était ce vers quoi je voulais aller. Ok, bah c'est super intéressant, super alléchant. Donc c'est un roman qui est dans une tradition de roman KPDP, ou il y a d'autres, est-ce qu'il y a des genres différents selon les tomes aussi? Comment? Non, oui, alors le premier fait peut-être un petit peu plus KPDP, mais je me suis vite affranchi de ça. Donc en fait, s'il doit y avoir un point commun à tous mes romans et tous mes livres, je pense que ce sont avant tout des parcours de vie. Donc je m'attache vraiment à la psychologie, à la psyché des personnages. Le genre en lui-même, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais voilà, ça reste secondaire pour moi.
ça reste secondaire pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur soit immergé, soit vraiment attaché au personnage, alors que le personnage soit bon ou mauvais, hein, ça c'est autre chose. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on s'intéresse au personnage, qu'on le suive, quelle que soit l'époque, quel que soit le genre, que ce soit satirique, que ce soit dramatique, que ce soit quelque chose de contemporain, ou que ça se passe au IVe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, c'est avant tout collé au personnage, faire en sorte qu'il soit vraiment intéressant pour le lecteur. Ok. J'ai vu, alors je me suis un peu perdu dans ton site, perdu au sens, voilà, j'ai été happé parce que il est extrêmement bien fait, donc ouais, je recommande d'aller voir ton site. Il y a on y trouve des visuels, tu as ajouté des visuels assez drôles avec des fausses couvertures de presse. Ouais. Et puis des pitchs qui donnent envie de lire tes textes. Donc il y a beaucoup de pitchs, et j'avoue que quand les pitchs, t'as un don pour les pitchs, donc c'est très alléchant. Donc c'est joueur en fait. Donc t'as une manière de présenter les choses qui est vraiment intéressante. Pour prendre un exemple, il y en a un qui m'a marqué dans une de tes nouvelles, notamment, qui s'appelle Kaiser Kong. Voilà, bah oui. Publié dans l'onto Dimension Uchronie 2, et ton pitch est juste une équation, c'est King Kong plus le petit-fils de Frankenstein, des nazis et la guerre d'Espagne. Voilà. Alors c'est pas vouloir faire simple pour faire simple, mais c'est drôle, et puis on est dans du pulp parfois, années 30-40, très Indiana Jones, donc voilà, tu mets des nazis, quoi. Hein. Ouais, je crois que ça résume aussi voilà le caractère ludique de l'Uchronie aussi, tu vois, il y a une manière, voilà, on joue avec la réalité et on explore. Ouais, voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur de d'oser les choses. Alors on peut faire des choses très très dramatiques, très très profondes et très lourdes de sens, et puis s'amuser aussi. Je pense que c'est pas incompatible. J'ai écrit une autre nouvelle qui s'appelle Code Noir. Je sais pas si tu l'as vue, celle-là. Alors non, je l'ai pas vue, celle-là. Dans Dimension. Si, oui, celle-là. Ouais, je me souviens. Et donc tu vois, j'imagine que c'est en France que la lutte pour les droits civiques pour les populations de couleur a lieu. Ok. Donc on peut tout imaginer. Tout est faisable, et je pense que l'Uchronie est un terrain de jeu formidable. Après, c'est vrai que la durée de vie étant limitée, le nombre de bouquins que je vais faire étant limité, j'ai envie de faire un petit peu autre chose aussi. Mais c'est vrai que je me suis pas mal amusé. Oui, c'est celui-là où justement il y a des fausses couvertures de journaux comme le Parisien avec Mesrine. Très intéressant. Voilà, donc je recommande d'aller se perdre dans le site, parce que c'est vraiment sympa. On y voit pas mal de tes nouvelles. Alors il y a des nouvelles que tu places dans des univers que tu as déjà développé dans tes romans. Donc je pensais le Château Naute ou le Chat dans l'espace. Voilà, je voulais travailler un petit peu sur les droits pour les animaux, parce qu'il y a, mis à part l'anthologie Férocité qui est assez récente, mis à part quelques autres livres, la condition animale, elle n'est pas suffisamment traitée, je trouve. Donc je voulais juste apporter petite pierre à l'édifice. J'ai un autre projet qui s'appelle Warkita, qui imagine des combats de gladiateurs dans une antiquité carthaginoise. Donc peut-être que je terminerai un jour ce texte aussi. On verra. Voilà, j'ai plein de projets. Il y a toujours tout un tas d'idées, et pour moi la difficulté, c'est plutôt de me dire ok, là je vais faire quoi cette année, quoi. C'est quand on passe sur ton site, c'est vraiment bouillonnant en fait. On sent que voilà, tu pars dans toutes les directions. J'ai été surpris aussi par le 8e. Donc tu un peu une manière de revisiter la pop culture. Tu reprends à ta façon l'histoire de la série Le Prisonnier. Oui. Donc voilà, j'ai trouvé ça pareil, très différent et à la fois très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Le Prisonnier, et c'est moi c'est une série qui m'avait beaucoup marqué, et voilà, c'était un petit truc, c'était le moment où c'était pour les éditions Voyelles qui avaient besoin d'un petit coup de main à ce moment-là pour se remettre financièrement. Je vais juste participer à un appel à texte.
il y avait de plus grands noms d'auteurs que moi dans l'anthologie. C'est juste le plaisir de partager ce petit texte sympa. Donc effectivement, une espèce de réécriture du prisonnier. Voilà. Ok, ouais, c'est super intéressant. Alors j'ai vu que t'as fait aussi des projets originaux. Là, on a parlé des projets de texte littéraire pur, et j'ai vu que tu mentionnais quelque chose qui s'appelle La Lame de la Révolution. Oui. Interactif, en fait, un roman interactif en quelque sorte. Ah ouais, c'est un truc c'est une espèce de feuilleton interactif. Donc c'est l'application Réaddiction, et donc on m'avait commandé une espèce de feuilleton. Donc imaginez que vous lisez par exemple un premier épisode, et à la fin de chaque épisode, vous choisissez le chemin scénaristique qui vous plaît. Voilà, et donc il y avait, je sais plus combien, 7 ou 8 fins différentes dans ce feuilleton. Donc c'est vraiment un peu comme les livres dont vous êtes le héros, mais à la sauce 21e siècle, avec le téléphone et tout. Donc ouais, une aventure sympa aussi. Ouais. Il y a une spécificité. Comment t'as réussi à écrire ça? C'est compliqué, non? Ouais, c'est d'abord on prend un petit tableau. On prend une grande feuille A3, on trace une case et on crée une espèce d'organigramme ou d'arborescence. Ouais, sur le plan intellectuel, c'était assez costaud, parce qu'il fallait que les intrigues se recoupent, et c'était pas évident à faire, mais en même temps c'est fun d'essayer d'écrire des petites choses un petit peu différentes. Je pense qu'on a besoin, nous, en tant qu'auteurs, de s'aventurer vers d'autres chemins. Les feuilletons comme ça interactifs, c'est quelque chose de très sympa. Alors moi, je suis pas un grand lecteur sur smartphone ou sur liseuse, mais je me mets à la place des gens qui sont dans le métro ou ailleurs et qui ont envie de lire un petit truc comme ça, pas prise de tête, et voilà, c'est plutôt sympa. Ouais. Tu as donc on a vu que t'as plein de genres, tu t'essayes à plein d'expérimentations en quelque sorte. Tu avances avec un roman par an. J'ai vu sur ton site que tu avais notamment une barre de progression pour montrer l'avancement de tes projets. Donc t'es hyper organisé, en fait. C'est ce que tu disais, tu essayes d'être pro, donc tu cadres. Ouais, c'est un vrai métier. Et, j'ai un petit logiciel qui s'appelle Scrivener, et qui me permet depuis des années notamment de voir un petit peu où j'en suis. Donc effectivement, je peux vite savoir le pourcentage de progression d'un bouquin, parce que si je dis n'importe quoi, si je vise par exemple pour un livre 100 000 mots et que j'en suis à 40 000, voilà, je suis à 40% du premier jet. Voilà, ça veut pas dire qu'il y aura pas beaucoup de réécriture. Là, le bouquin que je vais proposer à un éditeur pour la fin 2022, parce que si tout va bien, en 2022, il y aura peut-être même 2 sorties. Le bouquin donc que je vais proposer pour après, il y a eu presque 1 an ou de réécriture derrière. Donc voilà, entre le premier jet et le moment où ça y est, le manuscrit est à peu près potable, il se passe du temps aussi. Mais c'est vrai que ouais, je mets une petite barre de progression, et puis pour moi aussi, ça me motive de me dire, allez, je suis à 20%, allez, je suis à 80%, voilà, c'est. Ouais. On voit que justement tu as terminé Retour à Malataverne en 2019, donc qui va sortir en janvier là bientôt. Ouais. Très bientôt. Ouais. Alors là, je crois que tu sors des genres de l'imaginaire. Oui. Oui, c'est bon. Ouais. C'est mon premier livre de littérature générale, mais quelque part ça devait venir, parce que tout ce que j'ai fait, que je suis allé à la lisière, je suis plutôt proche du fantastique que type 19e que de l'imaginaire pur et dur. Donc moi, dans mon cheminement personnel, c'était un petit pas assez simple à franchir, donc le plafond de verre était pas difficile à briser. Alors j'ai noté que tu mets une référence à un auteur, Bernard Clavel, donc tu fais référence à Malataverne, donc son roman de 1960. Quel est ton rapport? Pourquoi tu as choisi de travailler sur ce sujet? Parce que quand j'étais, comme beaucoup au collège, on nous demandait pour les rédactions de faire des suites de bouquins, et c'est un livre qui m'a toujours beaucoup plu. Alors, pour expliquer à tout le monde ce qu'était Malataverne, c'est l'histoire de trois ados qui vont faire une grosse bêtise, qui veulent avoir un petit peu d'argent de poche facile, qui se mettent en tête de vouloir cambrioler une vieille dame, et ça se passe mal.
puisque le héros Robert Payot finalement pris de remords veut arrêter avec sa petite copine, il veut arrêter ses deux copains qui sont sur le point de faire du mal à la vieille dame. Et ça se passe tellement mal qu'à la fin, je vais pas spoiler parce que le bouquin est de 1960, mais bon, à la fin, le héros va frapper et va tuer accidentellement l'un de ses camarades. Et justement, on le voit à la fin du premier bouquin, on le voit partir encadré par les gendarmes. Et moi, je me suis toujours demandé, ok, alors il part en prison, ok, c'est un conte moral sur le fait qu'il faut pas faire des conneries, mais on sait tous que les conneries, on peut en faire. Et il se passe quoi pour lui après? Moi, ça m'a toujours hanté pendant des années, mais ok, il se passe quoi pour lui après? Mais en même temps, je me suis dit, mais oui, mais ça fait pas un livre, ça. Et je me suis dit, ok, alors il va vouloir revenir dans son village natal, et il va hériter du lieu où il a commis son crime. Donc ça prendra sens pour ceux qui liront le bouquin, parce qu'effectivement il y a une vraie raison pour laquelle il va hériter de Malataverne. Mais c'était vraiment l'idée de vouloir travailler sur ce retour, sur la rédemption, sur le pardon, sur le moment où ok, on a fait la pire des bêtises, et pourtant notre vie elle est pas terminée. Et j'ai inscrit cette histoire-là dans la France des années 70, en 1976, au moment où à l'été il fait plus que chaud. Et je voulais vraiment mettre le retour de ce jeune homme de Robert Payot. Je voulais l'inscrire dans un contexte compliqué, une France qui se perd, une France des vins piteuses, la France de la crise qui commence. Donc c'était vraiment un roman social, un roman que j'ai voulu populaire. Okay. Et le sous-titre est intriguant parce que et attirant. Tu dis à quelle température se consume la haine. Alors je sais pas si le sous-titre c'est plus l'accroche en fait pour le lecteur. C'est l'accroche un petit peu, mais oui, ça c'est un bouquin qui parle de la haine. En fait, là j'ai écrit coup sur coup finalement 3 livres qui évoquent la haine. Je n'aime pas les grands, c'est la haine finalement politique. Et Malataverne, retour à Malataverne, là on est dans la haine sociale avec un héros qui va parfois être très bien accepté lors du retour chez lui. C'est un peu une référence aussi. Ça m'évoque Fahrenheit 451 aussi, avec la température et de. Évidemment, je pense que pour tous les amoureux de l'imaginaire, la phrase fait écho à Fahrenheit. Et puis le bouquin qui, je l'espère, c'est pas encore fait, mais qui, je l'espère, sortira en octobre ou novembre de cette année prochaine, lui évoquera la haine numérique. Ok, ça c'est... Oui, donc c'est une autre... C'est encore dans les dérives démocratiques aussi, c'est une autre... Finalement, c'est parler de notre monde d'aujourd'hui, parler de notre difficulté à nous Français de vivre ensemble. C'est pas pour rien si on a quelqu'un comme Zemmour qui est donné au second tour de la présidentielle. Il y a une appétence réelle dans bon nombre de démocraties anciennes. Il y a une vraie appétence pour une justice qui est une fausse justice, il y a une vraie appétence pour arrêter, pour certains, les faux semblants, arrêter de vouloir être bienveillant. Il y a une appétence pour la malveillance. Et là, c'est pas pour rien. Par exemple, si Facebook maintenant essaie de revenir vers par exemple, ils ont enlevé le bouton dislike, c'est pas pour rien. C'est que ils se sont rendus compte qu'on va loin et que c'est un chemin glissant, c'est un chemin dangereux, et la haine, c'est un thème qui est très porteur aujourd'hui, très très porteur. Ce qui me frappe, c'est, tu parlais des gladiateurs, des jeux du cirque, et ce pouce levé ou ce pouce baissé, c'est ça, c'est les gladiateurs en fait. C'est ça, mais on tourne en rond. C'est juste que l'arène, elle a changé, elle est plus grande, l'arène, elle est numérique. C'est juste que tout le monde peut applaudir, peut dire ce qu'il pense, et tout le monde peut crucifier quelqu'un. Alors des fois il y a des gens qui effectivement peuvent mériter ce qui leur arrive, et voilà. Mais c'est vrai que tout le monde va dire son mot, tout le monde va donner son avis, tout le monde va vouloir tuer numériquement aussi quelqu'un, tout le monde va vouloir exprimer sa détestation.
d'ailleurs beaucoup plus facilement que la bienveillance. Donc c'est le bistrot du commerce, mais version numérique aujourd'hui. Et je pense que c'est important de parler à travers les romans, même s'ils ont lieu parfois, même s'ils se tiennent dans les années 70 ou maintenant, c'est important de parler du monde d'aujourd'hui. Oui, tu parles de détestation, tu as une espèce de récompense sur les réseaux sociaux, récompense à la haine, aux propos un peu haineux et. Ouais, c'est vrai que, je peux en parler un petit peu, peut-être pour la première fois. Le bouquin sur lequel là je termine de bosser s'appelle The Hate List. Donc avec un 8, mais bon, il y a le petit jeu de mots. Il y a le petit jeu de mots à l'oreille, hate, voilà, H-A-T-E. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on suit un créateur d'applications pour téléphone. L'idée est super simple. L'idée, c'est vous remplissez le nom des 8 personnes que vous détestez le plus sur Terre. Voilà. Et à partir de cette idée-là, eh bien le héros va créer un empire des espèce de géant numérique à l'image de Google, de Facebook. Et voilà, c'est vraiment placer la haine, le placer sur le marché, c'est en faire une espèce de business. Donc là, c'est ce bouquin que je suis en train de finaliser, qui va marquer une espèce de troisième volet d'étude de la haine. Voilà. Ok, écoute, c'est passionnant. Tu te doutes que ce thème m'est cher et va m'intéresser beaucoup. Donc voilà, j'attends ça, je croise les doigts et j'espère qu'il va bien sortir l'année prochaine. J'espère aussi. Voilà, alors on parlait tout à l'heure, j'ai évoqué ton côté facétieux et ludique pour pas pour terminer, mais je voulais parler un peu de tu mentionnais souvent que tu as une passion pour le poker. Oui. Est-ce que c'est vraiment c'est une passion ou tu le sens comme un complément, un moyen ou un exutoire ou une manière de sortir? Ouais, c'est un petit peu tout ça. Donc le poker c'est intéressant, j'aime bien pour la guerre psychologique que l'on mène contre. Voilà, moi je suis le genre de joueur de poker qui va jouer la personne qui va être assez agressif voilà, j'ai un profil comme ça. C'est ça que j'en parle pas beaucoup pour le poker. Là, j'ai créé en tant que président, j'ai créé 3 clubs de poker. Okay. Voilà, donc en ce moment, c'est une petite association là, que je poursuis avec les amis, puis ça se passe bien. C'est une activité qui a souvent mauvaise presse, mais c'est sympa. Puis bon, c'est en club, donc il y a pas d'argent, ça se passe bien, mais ouais, c'est une petite passion complémentaire, c'est une petite activité que je fais à part. Non, mais moi je connais un petit peu, je suis pas un grand joueur de poker, mais je m'y suis intéressé en tout cas beaucoup à un moment, et c'est vrai que c'est passionnant, et puis ça demande voilà, on calcule, on est dans les probabilités. Ouais, mais ce que j'aime, au-delà des calculs et des probabilités qui peuvent aider les joueurs, c'est malgré tout, rien n'est accordé. Je veux dire qu'à un moment donné, certains vont tout miser pour avoir la carte qui leur manque ou l'une des 2 cartes qui leur manque. Donc c'est un jeu où le courage parfois ou en tout cas où les qualités et les défauts humains se révèlent. Là, par exemple, on est dans le type de jeu où la susceptibilité ou où les pires défauts que l'on a se révèlent. Alors c'est drôle sur le moment parce que voilà, il y a pas mort d'homme et voilà. Mais c'est un jeu qui révèle vraiment le cœur même des gens, quoi. Moi j'ai plus, alors en ce moment c'est plus les échecs pour lesquels je me passionne, mais c'est bien aussi. Oui, mais qui ont aussi, on a l'impression que c'est un jeu fini, donc il y a pas de hasard, etc. En fait, il y a la psychologie, il y a le hasard aussi. Voilà, on n'est pas des machines, donc on n'a pas calculé tout, quoi. Non, mais que ce soit le jeu de Go, que ce soit les échecs, à partir du moment où on rentre profondément dans le mécanisme du jeu, on se rend compte qu'il y a différentes sensibilités, différentes philosophies,
Et au final, généralement, il y a pas photo. La philosophie de quelqu'un, sa manière d'être, eh bien, elle est reflétée par sa manière de jouer dans le jeu. Donc là, pour les échecs, c'est encore plus marquant, hein, que l'on soit dans la défense, que l'on soit dans l'attaque, et la manière dont on conçoit même la victoire, en tout cas le moyen d'arriver à la victoire, eh bien, ça se reflète par sa manière de jouer. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que le jeu, alors les échecs, j'imagine que c'est la même chose pour le poker, c'est aussi un bon indicateur, tu vois, d'état d'esprit dans lequel je suis à un moment. Oui. Les travers vont ressortir et ça m'aide à me dire oula, je vais être dans telle tendance ou dans telle autre. Donc c'est assez intéressant comme baromètre. Ouais, mais on peut le dire pour le sport aussi en général, hein. Donc pour toute activité, finalement, ça nous révèle, et puis effectivement, le but c'est d'en apprendre un petit peu toujours sur nous, hein. Bon, puis moi j'avoue, ça me change un petit peu de la littérature. C'est un autre monde. J'aime bien appartenir à plusieurs mondes, et ça c'est agréable. Mais c'est marrant justement pour revenir à la littérature, c'est marrant aussi que la manière dont le jeu en dit beaucoup sur toi, et puis finalement ce que tu écris va aussi te révéler par petites touches. Un petit peu. Ouais. Alors il y a pas mal de pudeur en moi. J'essaie quand même de pas mal compartimenter, de parler peu de moi, mais bon, malgré tout, le naturel revient au galop, et il y a des petites choses des fois qu'on met dans les bouquins, et ça peut être un trait de caractère, ça peut être une pensée, et c'est vrai que voilà, on a beau dépersonnaliser les choses, la littérature aussi dit beaucoup de nous, quoi. Oui, mais c'est vrai que quand on regarde ton œuvre, tu as travaillé sur la haine, tu as travaillé sur l'esclavage. Enfin bon, tu as quand même, il y a quand même en fil, tu vois, un petit message politique. Enfin voilà, on voit tes sujets d'intérêt aussi. Donc ouais, ça c'est quelque. Fatalement, il y a des messages politiques et des messages tout court. Je pense qu'on peut pas faire abstraction, voilà. Mais c'est la beauté de la littérature aussi, parfois de prendre parti, ou de pas juste. Alors, j'ai toujours l'ambition de divertir, ça c'est l'objet numéro 1 pour chaque bouquin. C'est-à-dire que le lecteur à la fin doit se dire qu'il a pas perdu son temps, qu'il a passé un bon moment, ou que si le moment n'a pas été bon, en tout cas qu'il a été surprenant, intéressant. Et effectivement derrière il peut y avoir un sous-texte, en plus. Voilà. Donc, mais d'abord, j'espère faire du divertissement. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est positif. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est l'avantage de la fiction, c'est que c'est un sous-texte, ce n'est pas le texte principal. Donc, tu peux raconter une belle histoire et une histoire prenante en premier plan. En fait. Ouais. C'est important aussi de pas être catalogué à un genre. Voilà. Donc, j'espère plus tard qu'on dire ah bah oui, Pierre Léoté, je sais pas forcément trop ce qu'il fait comme genre, parce qu'il a fait tellement de choses différentes. Donc le but c'est pas forcément d'être cloisonné, d'être catalogué, mais alors voilà, comme tu l'as dit, il y a des thèmes qui reviennent souvent, ou il y a des choses qui peuvent revenir souvent, mais ça je pense que c'est valable pour n'importe quel auteur. Écoute, ça fait extrêmement plaisir d'avoir pu échanger avec toi, d'autant que voilà, on est à une phase, comme tu disais, charnière, où tu passes sur des nouveaux genres, un peu en littérature générale, etc. Donc c'était un plaisir d'être là pour en parler avec toi, et puis au plaisir de refaire ça pour la sortie de tes prochains romans également, donc qu'on va attendre avec impatience en 2022. Ah ben là, ouais, c'est un moment important. C'est vrai que la sortie de Retour à Malataverne, donc le 25 janvier 2022, là, c'est un moment très très important, parce que c'est un ballon sonde aussi, pour mon éditeur, parce que c'est le premier bouquin qui n'est pas spécifiquement de l'imaginaire. Voilà. Et c'est le cas pour ton éditeur aussi? Pour mon éditeur aussi, c'est la première fois. Ok. Donc voilà.
Et c'est une belle marque de confiance. Je suis très content pour les premiers retours et c'est une très belle marque de confiance qu'il me fait. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre et puis voir comment ça va se passer. Mais c'est un moment tellement exaltant. Voilà, ça y est, le bouquin va voir le jour et publiquement va être enfin lu. J'attends la suite de l'aventure, de ton aventure avec impatience. Je te souhaite tout le meilleur pour janvier 2022 et pour le lancement de Retour à la taverne. Et puis au plaisir de se croiser dans un festival ou de refaire un podcast ensemble. Ça marche. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci Mickaël. Au revoir, merci. Au revoir.